Bonjour à tous. Alors, merci de nous avoir invités à votre journée d'études pour que nous puissions présenter le réseau textile et mode de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, à partir de 2004, ce réseau informel est né d'un constat, la présence importante sur le territoire régional de nombreuses institutions patrimoniales liées d'une manière ou d'une autre au textile, de tout siècle confondu, de la production textile. On verra que la partie machine est très importante sur notre territoire. On n'a pas beaucoup entendu parler de machine ce matin. C'est peut-être ce qui fait un peu une différence entre nos deux régions. Une partie sur la conservation et une partie sur la valorisation de ces textiles. Donc, la création du réseau textile et mode, qu'est-ce que c'est exactement? Ça regroupe 75 institutions diverses, à la fois des musées labellisés Musée de France, musées associatifs. On verra que la part des associations est très importante sur d'anciens sites industriels textiles, exemple les moulinages en Ardèche, en Haute-Loire, etc., avec des bénévoles qui travaillent sur les machines. Par rapport à votre région, je ne sais pas si vous avez aussi cet éventail-là lorsque vous parlez des collections textiles, c'est-à-dire est-ce que vous allez jusqu'à la production, la fabrication des fils, jusqu'à voilà, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, et puis, alors, plusieurs sites. On est accompagné aussi par des industriels et puis des personnes ressources, des universitaires, des artistes, qui témoignent, tous ces individus témoignant de l'histoire textile en Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour ambition de créer les conditions pour que se mette en place à l'échelle d'une région qui compte parmi les plus représentatives de pays en ce domaine, sur la création textile, des rencontres régulières. On verra que ce réseau, j'insiste beaucoup, est un réseau informel. On va vous expliquer comment il fonctionne. Donc, des rencontres régulières à même de faciliter une meilleure prise en compte de ces patrimoines par des échanges, ça ressemble un peu à de la formation continue. Également, faire émerger des solutions fédératives à la collecte de la mémoire sur les savoir-faire, c'est une partie très, très importante du réseau, à la conservation préventive ou à la transmission de ces savoir-faire, à leur sauvegarde. Et on verra que la partie sauvegarde des machines aujourd'hui, avec une question, ces machines, est-ce qu'on les présente en fonctionnement ou on les présente comme des machines inertes? C'est des questions qui restent très ouvertes parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des bénévoles se faisant un peu vieillissant, la transmission de ces techniques n'est pas forcément transmise et on verra que c'est un des enjeux du réseau aujourd'hui. Je laisse continuer, on va échanger avec Brigitte et avec vous comme dans une conversation. Alors, il faut dire aussi que ce réseau, la région Auvergne-Rhône-Alpes, assurait vraiment toute la filière de la fabrication du textile, comme vient de l'évoquer Nadine Alidine-Dubois, et que jusqu'à une période récente, on avait vraiment tous les acteurs de la filière de fabrication d'un textile. C'est moins le cas aujourd'hui, il y a un petit peu des trous dans la raquette, d'où l'importance de cette transmission. Et depuis le début, ce réseau informel est soutenu et porté également par l'ARAC. Alors, au départ, Association Rhône-Alpes des conservateurs, donc qui est une section régionale de la GCPPF. Aujourd'hui, ARAC, puisque nous sommes Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dès le début, le réseau s'est étendu sur les régions limitrophes de Rhône-Alpes, à savoir l'Auvergne et jusque dans l'Allier, puisqu'on avait intégré la cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Donc, l'ARAC a soutenu ou porté ou accompagné la DRAC, notamment, qui porte ce réseau, ainsi que l'inventaire général de la région Auvergne-Rhône-Alpes
en la personne de Nadine, qui assure la coordination du réseau. L'ANRAC va être, je dirais, un petit peu le bras, une forme de bras armé, puisque c'est l'ANRAC qui porte les demandes de subventions et qui en assure le suivi et qui soutient également les journées d'études depuis la création en 2004. Donc, cela fait quasiment 20 ans que ce réseau existe. Il a démarré à Jujurieux, à la Soierie Baumet. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc là, on va vous présenter un peu les listes, sans être exhaustif, bien sûr, mais surtout au démarrage, comment ça a démarré. Et comme ça, on va pouvoir vous expliquer ce qui fait un peu la singularité de ce réseau. C'est à la fois les visites de sites, à la fois la participation des intervenants extérieurs que nous faisons venir, à la fois des universitaires, par exemple, sur l'histoire de certains textiles ou de certains grands fabricants comme Pierre Vernus, qui est universitaire à l'Université Lyon 2, maître de conférence, qui a fait une thèse sur Bianchini-Ferrier, etc. On est toujours accompagné par ce socle universitaire qui nous permet de faire intervenir des stagiaires sur certaines problématiques qui sont posées par les musées et de faire travailler le musée constamment au regard de son territoire. C'est-à-dire les musées textiles en Rhône-Alpes qui sont un peu partout. Je n'ai pas eu le temps de vous mettre la carte de tous les sites, mais on le verra après. Donc, pour revenir, ce qui fait la singularité du réseau, je l'ai dit, les visites de sites, la participation d'intervenants extérieurs, une thématique transversale certaines fois, le costume, les usages des nouveaux textiles, on va le voir dans la présentation qu'on va vous faire, mais aussi un regard qui se fait sur l'architecture de, par exemple, les moulinages, l'architecture de ces bâtiments, les paysages que cela a créé autour, et puis toute une économie que ça a embarqué, parce que jusqu'à 2005 et l'entrée dans l'OCDE de la Chine, jusqu'à 2005, il y avait énormément de production textile dans notre région. Le deuxième enjeu dont on va vous parler, c'est les enjeux contemporains du patrimoine textile, avec l'intervention à la fois de chercheurs, mais également d'artistes qui, sur les sites, se réapproprient les collections pour les remettre, je vais dire presque au goût du jour, ou pour en reparler de manière plus documentée par le biais de différentes, on va dire, de différentes recherches qui ont alimenté cette histoire textile. Ou bien j'ajoute pour les artistes, pour les détourner, se les réapproprier et détourner de leurs usages initiaux. Le réseau, il permet aussi d'amener la compréhension d'un territoire, ses transformations sociales, la transformation des architectures en fonction des machines qu'on met à l'intérieur, et puis d'un développement économique, la transmission des machines, la transmission des techniques. C'est aussi un lieu de conservation des histoires des textiles et au regard aujourd'hui des différentes recherches, par exemple des étudiants qui font des thèses sur l'histoire textile de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, de quoi on parle, bien savoir de quoi on parle aujourd'hui lorsque l'on parle des collections textiles de la région. Et puis après, des perspectives sur le fonctionnement du réseau aujourd'hui, comment il fonctionne, comment on arrive à avoir des financements pour créer la carte qu'on va vous présenter après, qui coordonne. Voilà, c'est un peu ça. Je vais laisser la parole à Brigitte pour la présentation des différentes, jusqu'à la création de l'ouvrage de Pieds en Cap. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces rencontres, vous le voyez, qui s'affichent. J'espère que vous arrivez à lire quelque chose. On a retracé jusqu'en 2014 les différentes rencontres. Ces rencontres étaient de l'ordre de souvent 3 journées, voire parfois 2 jours d'affilée sur des sites
sur toute la région. Et au bout de quelques années, effectivement, on a ressenti le besoin de synthétiser un peu tout ce qui s'était fait jusqu'à présent. Et vous pouvez mettre la slide suivante, s'il vous plaît. Ça a donné lieu à une publication qui était portée par la DRAC de Pied en Cap et qui retraçait un petit peu les réflexions et toutes ces réflexions qui étaient issues de nos différentes rencontres, également en se posant la question d'un futur et quel pouvait être l'avenir de ce réseau, mais du textile également dans la région de façon plus générale. Tout ce patrimoine industriel également, puisque certains sites sont vraiment très liés à des sites de production et avec, bien évidemment, toutes les archives et toutes les machines qui pouvaient être liées. C'était le cas à Jujurieux, mais c'est le cas à Saint-Étienne, c'est le cas à Roanne, c'est le cas à Bourgoin-Jallieu, c'est le cas à Retournac pour la dentelle. Et l'ARAC avait souhaité accompagner cette publication en réalisant ce qu'on appelait une carte touristique. Donc, vous voyez à droite sur la diapositive le recto et le verso, et qui recensait les différents sites et une rapide présentation, et qui va donner lieu d'ailleurs à la création de 2 autres cartes par la suite, l'une centrée sur l'archéologie, site archéologique et musée d'archéologie, et l'autre sur les lieux de mémoire et d'histoire en Rhône-Alpes. Dès le début, on a vraiment souhaité que ce réseau soit aussi très ouvert. Donc non seulement il y a des musées de France, de toute taille, mais il y a également des lieux de production, des lieux associatifs, des lieux patrimoniaux, dont certains sont privés. Et ce travail a permis aussi des rapprochements entre différents établissements au gré des projets. Si vous voulez bien passer la slide suivante. Avec des expositions temporaires, comme par exemple le textile matériaux du XXIe siècle. Nous devions être 4 au départ, nous avons abouti à 2. Deux sites, deux musées. Sont les aléas aussi de l'avancée des projets et qui permettaient d'aborder le textile aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque si le textile dit traditionnel, avec les techniques traditionnelles d'impression comme la planche, le cadre plat, la rotative ou le cylindre, sont passés au second plan. En revanche, les textiles techniques et fonctionnels, eux, sont extrêmement présents, et la région Rhône-Alpes est une des régions les plus dynamiques en France, voire en Europe, sur ce domaine, et notamment le Nord-Isère. Ou encore, nous avions monté tout un projet qui s'appelait Tissu Papier Échange d'impression, et qui avait permis de donner lieu à des expositions à Jujurieux, par exemple, à Bourgoin-Jallieu, qu'on avait appelé mode en papier, mode en tissu, au musée de l'imprimerie à Lyon également, et qui avait permis notamment entre Lyon et le musée de l'imprimerie à Lyon et le musée de Bourgoin-Jallieu de montrer les évolutions parallèles entre l'impression sur papier et l'impression sur tissu. Et cela avait abouti également à un colloque avec un partenariat avec l'ENSIB et avec le LARAC, qui est un laboratoire de recherche du CNRS, et avec 2 universités lyonnaises également, Lyon 2 et Lyon 3. Donc, on peut peut-être changer on va changer de diapo. Donc voilà, vous avez différents exemples de ce qui a pu être fait. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur les expositions ou les projets qui sont en cours parmi les membres du réseau.
Donc, nos rencontres se déplacent sur tout le territoire en fonction justement des actualités d'exposition, d'études des collections, d'aménagement de réserves ou de partenariats qui peuvent être en cours. Et donc, au départ, au moins 3 rencontres par an. Maintenant, nous passons plutôt à 2 rencontres par an, souvent une à Lyon au moment du festival de la soie Silquignon et l'autre qui se déplace sur le territoire, comme je le disais, en fonction de l'actualité. Oui. Alors, par exemple, si on prend une exposition qui a eu lieu au Musée des Tissus à Lyon, qui s'appelait l'exposition Anti-Noé, cette exposition, elle était intéressante parce qu'elle travaillait à partir de textiles antiques et le conservateur de l'époque avait retrouvé ces collections qui n'étaient pas exploitées dans le musée et en a fait une magnifique exposition à partir de l'histoire de la mode vue aujourd'hui en collaboration avec l'Opéra de Lyon et avec le musée du Louvre. Donc, ça nous a permis d'étendre vraiment, on va dire, dans un temps long, du textile antique jusqu'au nouveau textile aujourd'hui. Comme Brigitte vous l'a dit, on est dans une région où il y a encore la fabrication des nouveaux textiles, des textiles faits à base de fibres de verre pour faire des bâches de bateaux, des stores, des vélos, des skis, etc. Donc tout cela en lien toujours avec des systèmes de tissage avec des nouvelles machines, etc. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous faire passer la slide suivante pour vous montrer un peu une ambiance des lieux de rencontre. Alors, c'est vrai que souvent, c'est articulé autour soit d'une exposition nouvelle, toujours en lien avec une visite, par exemple, là, lorsqu'on était au musée au MAI, au musée de l'industrie d'art et d'industrie de Saint-Étienne. On avait pu aller visiter la société Néret, qui est une des dernières sociétés stéphanoises qui fabrique encore du ruban, et la maison des tresses et lacets, qui est dans le Pilat, donc dans le département du 42. On avait été visiter la dernière société de fabrique de tresses et lacets du Pilat, la société Kofi, qui nous avait accueillis. Donc, toujours mettre au regard le musée, l'histoire qu'il raconte, mais aussi raccrocher cette histoire à une activité territoriale de fabrication encore aujourd'hui. On peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, comme vous l'avez compris sans doute, la richesse de cette histoire textile qui comprenait deux fabriques, la fabrique lyonnaise de soierie, dont l'impression sur étoffe et tous les savoir-faire et métiers liés fait partie, la fabrique stéphanoise qui est, elle, plutôt consacrée et liée au ruban, tresses, lacets et autres croquets, est une histoire qui est extrêmement riche et dense. Donc, chaque lieu communique sur ses activités, mais pendant longtemps, pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas eu d'outils qui permettaient de présenter au grand public, excepté la carte. Alors, la carte Rhône-Alpes, même si on allait un petit peu au-delà, qui était une carte papier et qui a été diffusée par les lieux textiles qui accueillaient des visiteurs. Cette carte a été réalisée en 2008 et lorsqu'il y a eu la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, cet outil est devenu caduc et puis nous n'en avions plus non plus, il était épuisé. Donc, nous avons décidé de créer une nouvelle carte, mais qui cette fois-ci serait numérique, qui a été abritée dans un premier temps
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et que nous venons de remettre totalement à jour et de refondre, et donc qui est maintenant abrité par l'ARAC sur son site et qu'on peut et que la DRAC abrite toujours également. Donc c'est un document que nous pouvons alimenter, que nous pouvons mettre à jour régulièrement, et c'est Nadine qui s'occupe essentiellement de le faire à partir d'un back-office. Oui, alors, je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas faite toute seule. Cette carte, elle s'est faite vraiment en collaboration avec l'ensemble des 75 institutions qui sont présents dans le réseau aujourd'hui. Chaque personne a rempli sa petite fiche d'identité, a donné ses visuels. Et alors, on va peut-être pas la mettre en ligne tout de suite. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer, on passera la carte à la fin. Est-ce que vous pouvez passer les... Alors, ça, c'est le premier modèle. On va continuer à passer les slides, parce que ça, c'est la carte aujourd'hui, mais je préférerais vous la montrer en activité. Si on ne peut pas le faire, j'avais prévu des slides comme ça. Continuez, on va aller jusqu'à... voilà. Non, revenez en arrière. Revenez. Encore. Ici. Voilà. Donc, parce qu'on avait différents thèmes à aborder. On a vu la création avec les différentes institutions, l'entrée contemporaine, comment, par exemple, Yves Sabourin a participé à plusieurs reprises à encadrer des artistes sur les collections, à la fois à Charlieu, à la fois au musée de la Tresse et des Lacets. Et puis, je vais laisser Brigitte pour son expérience sur Bourgoin-Jallieu. Alors, effectivement, depuis très tôt dans le réseau, ça nous a semblé intéressant de croiser aussi avec des regards artistiques, et ce qui permettait à certains sites qui avaient peut-être moins de collections et qui risquaient de se retrouver peut-être un petit peu à l'étroit rapidement. Je pense par exemple à la Maison des Tresses et Lacets, qui est un tout petit lieu qui est associatif, si ma mémoire est bonne, même s'il est soutenu par la municipalité. Ça leur a donné aussi une ouverture à d'autres types de projets. Avec, par exemple, une exposition que Yves Sabourin a créée là-bas en contactant des artistes et en leur donnant des échantillons de tresses, de lacets et de croquets avec comme commande de travailler à partir de ces échantillons pour créer une œuvre. Et ces œuvres ont été ensuite rassemblées à la Maison des Tresses et Lacets dans une exposition. Le musée de Bourgoin-Jallieu a repris cette collection, mais avec une présentation différente et en créant des liens avec les propres collections du musée. Nous avions accueilli aussi l'exposition Métissage qui mêlait du textile, de la céramique, du métal, différents types de propos. Et le musée de Bourgoin-Jallieu a aussi, à intervalles réguliers, monté des expositions avec des femmes artistes qui travaillaient exclusivement ou presque le textile pour certaines, ou artistes pluriels plus récemment, qui nous a permis de mettre en avant les artistes femmes de nos collections Beaux-Arts, principalement fin 19e, milieu 20e, et des artistes contemporaines qui travaillent le textile. Donc, ce qui nous a permis aussi de faire le lien entre nos collections Beaux-Arts et nos collections textiles. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît, pour qu'on essaye d'avancer un peu plus vite. Donc, pour revenir, on parle beaucoup de textile, mais aussi pourquoi on a mis l'entrée mode. Tout simplement, par exemple, si je prends l'exemple du musée d'Oyonnax, qui est un musée de la plasturgie et du peigne, il a acquis une collection de robes de Paco Rabanne dans les années 90, 36 robes magnifiques qui ont été exposées en début d'année, en février. On a fait un réseau juste avant le décès de Paco Rabanne, d'ailleurs, qui est décédé au mois de février. Paco Rabanne est venu lui-même déposer ses 36 robes au musée d'Oyonnax. Il a déposé je ne sais plus combien de paires de chaussures au musée de Romans sur Isère, le musée de la chaussure, et des coiffes
au musée de Chazelles-sur-Lyon. Donc, voilà, les éléments, les liens se font aussi par les collections, par les dons qui sont accueillis. Sur la partie droite, c'est les dernières conférences qu'on a eues avec l'introduction d'artistes qui travaillent plutôt sur de la broderie. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante? Est-ce que, voilà, donc si on prend l'image de gauche, c'est une artiste qui travaille à partir de photographies de sa famille. Alors, c'est elle qui est présentée lorsqu'elle était enfant. Et du coup, elle remet du vivant, elle remet de la couleur, elle retrace une histoire à partir de cette broderie. Une autre artiste était intervenue. Là, on est sur le site du musée gallo-romain à Lyon. Et elle avait fait tout un défilé à partir de toiles de coton sur cet espace qui était un spectacle, un lieu de spectacle. On peut passer la slide suivante. Donc, ces expositions sont régulièrement accompagnées de catalogues. Par exemple, sur l'intervention des artistes, l'exposition qui avait été accompagnée par Yves Sabourin au musée de Charlieu en 2015 sur Autrement Textile, avec un exemple d'artiste qui intervenait. On peut intervenir sur la slide suivante. Alors ici, au musée de Bourgoin-Jallieu, lors de l'exposition Artistes pluriels, vous avez deux artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont intervenus par des accrochages parfois monumentaux. Donc ici, Dominique Torrente et Frédéric Fleury. Ensuite, on peut passer la suivante. Alors, une autre thématique, c'est à l'intérieur du réseau, je vous ai dit qu'il y avait quand même énormément de musées et qu'il y avait des machines en fonctionnement. À peu près 50% des musées représentatifs sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes possèdent des machines. Donc, beaucoup de choses se passent sur le sauvetage de ces machines. On verra que on n'arrive pas toujours à récupérer des machines qui sont pourtant, du point de vue historique, seraient très importantes à être représentées soit dans les musées, soit dans les lieux, parce qu'une machine, c'est toujours complexe, c'est lourd. Il faut avoir les gareurs médiateurs qui sont capables de faire les réglages et de relancer les machines. Pour le moment, on a encore la chance d'avoir ces savoir-faire et ces personnes qui sont capables de passer d'un musée à l'autre pour aider au réglage et au remontage de certaines machines. Donc, on s'appuie sur vraiment énormément de bénévoles qui sont là, présents. Alors, Brigitte, elle pourrait en parler plus facilement que moi. Mais l'idée du réseau, à un moment, a été de dire est-ce qu'il ne faudrait pas pratiquement créer un poste qui serait payé, qui serait financé par l'ensemble des membres du réseau pour avoir un gareur médiateur qui serait présent sur l'ensemble des sites Ça n'a pas abouti, en tout cas, sur l'ensemble de tous les sites. Mais voilà, c'est des propositions qui se passent à travers les échanges du réseau. C'est des choses comme ça qu'on essaye de mettre en place très concrètement. Si on passe la slide suivante. Et pour compléter, de dire aussi que qui dit métier à tisser ou autre métier ou matériel nécessite de l'entretien. Et leur intérêt réside aussi dans le fait qu'on peut faire des démonstrations, voir un peu de production et les faire fonctionner. Alors, se pose après toute la question des inventaires, qu'est-ce qu'on peut changer, pas changer, comment est-ce qu'on fait, comment fonctionner avec cela.
Ça a été beaucoup de discussions effectivement au sein du réseau et comment on transmet cette connaissance et ces savoirs. Alors oui, le médiateur partagé, ça n'a pas pu aboutir, mais au musée de Bourgoin-Jallieu, on a pu s'emparer de cela pour trouver quelqu'un qui a pu être formé par nos bénévoles, qui connaissait déjà les métiers, mais qui du coup a pu être formé et la passation a pu se faire. Et aujourd'hui, il est là pour réparer et remonter et entretenir, faire de la médiation. C'est pas du plein temps, hein, c'est un volume d'heures par an. Et on a une jeune tisseuse qui est venue en stagiaire ici et qui aujourd'hui intervient également sur un petit volume d'heures par an. Je voulais faire un petit aparté sur un sauvetage qui a été réalisé entre 2005 et 2010 sur des grandes machines de textiles brodés, donc sur de la dentelle, ce qu'on appelle les métiers Johnson. Et on a pu sauver 2 machines qui étaient protégées monuments historiques grâce à la Cité internationale de la dentelle de Calais, avec qui on travaille assez régulièrement, on travaillait assez régulièrement pendant au moins 6-7 ans, et qui nous ont vraiment aidé à sauver 2 métiers qui auraient été sinon déclassés et dont on aurait perdu toute trace et qui auraient été très certainement soit ferraillés, soit vendus à l'étranger. Voilà, c'était un petit aparté. Là, c'est pour vous montrer les types de machines qui nous sont proposées, des mallettes, etc. Tout ça bénévolement. Et est-ce qu'on pourrait voir la slide suivante? Mais après, on peut être sur des machines très techniques et qui ont un lien très fort avec l'histoire de la soie à Lyon. Par exemple, la technique de la moire à l'antique, qui était une technique très particulière sur donner un effet à ces soies fabriquées à Lyon. Donc, cette machine qui était un peu un dernier exemplaire, au moment de la fermeture du site en 2022 de cette entreprise qui a été rachetée par une autre entreprise, mais ces techniques ne sont plus aujourd'hui d'actualité. La moire se fait de manière chimique, donc on n'a plus besoin de ces machines. Mais en revanche, on n'a pas trouvé, on n'était pas assez dans les temps pour avoir un musée qui se déplace avec une équipe qui vienne démonter les machines, alors au niveau des poids, etc. C'est toute une organisation à faire. Et quand on peut, on y arrive. Mais même là, on avait alerté également le lycée d'Hydro à Lyon, qui est l'ancienne école de tissage, qui aujourd'hui forme des étudiants en BTS design textile. Voilà. Eux également nous accompagnent font partie du réseau, nous accompagnent, nous alertent sur… voilà. On ne peut pas toujours sauver les machines, mais des fois, par exemple, la moire à l'antique, cette machine aurait dû être sauvée, entre guillemets. C'est un peu l'échec de l'an dernier. On va passer à la slide suivante pour vous montrer en quoi les bénévoles, c'est eux qui savent faire marcher les machines, encore aujourd'hui. Alors, heureusement, pas toujours des échecs, puisque ici, ce sont des machines qui étaient fabriquées à Bourgoin-Jallieu dans une très grosse entreprise qui, dans sa plus belle période, avait quelque chose comme 1200 ou 1300 ouvriers et dont la fermeture s'est faite à la fin des années 90. Et donc, vous avez ici un des anciens de cette usine qui, pendant pas loin de plus de 15 ans, a assuré l'entretien, des démonstrations, le remplacement des pièces détachées avec toute une équipe d'anciens de cette usine autour d'eux et dont et sont eux qui ont formé un nouveau gareur qui a un rôle un peu plus large aujourd'hui. Mais ça montre aussi la complexité pour, quand vous voyez déjà l'importance de cet outillage, et il y en a des beaucoup plus importants, le poids que cela représente, et c'est ce qui explique que parfois la temporalité entre le fonctionnement d'un musée et les nécessités de sauvetage ne nous permettent pas toujours de sauver ce qui nous paraîtrait pourtant important de sauver. Mais souvent, on y arrive. Des fois, on va même loin. Le musée de l'art et de l'industrie de Saint-Étienne était allé jusqu'à Tours
pour récupérer des métiers à tisser qui allaient disparaître sinon. Donc, pour essayer d'avancer un peu, on est presque au bout, et puis pour vous montrer par l'intermédiaire de Grace, hein, la carte en activité, les partenariats, donc avec l'université, les laboratoires de recherche et l'école d'archi. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Alors là, par exemple, c'est un exemple on va dire, de réseau qui a été primé par l'université, qui a été géré par Pierre Vernus, qui est chercheur au LARA, à travers ce projet de site Naon, qui a été mis en place par différents musées européens, dont le musée de Valence, mais des musées suisses aussi, Saint-Gall, italien, un musée de Côme. Et ils ont mis en place une matériothèque. Et Pierre Vernus, qui fait partie du réseau textile, a demandé à l'ensemble des institutions, les 75 personnes, de les aider à identifier et de présenter leur collection par des petites fiches signalétiques pour rejoindre passez la slide suivante. Voilà, pour rejoindre. Alors là, je vous ai mis les liens pour retrouver cette matériothèque. Et puis, c'est un projet qui sert de levier pour souligner l'importance de la valorisation des patrimoines textiles de la soie, parce que là, ce site ne présente que de la soie, en sachant que dans la région Rhône-Alpes, il n'y a pas que de la soie, on travaille sur les laines, sur tout type de textile, hein, le coton. Oui, puisqu'il y a eu de l'indiennage également. Bourgoin était un centre important d'indiennage à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est pour vous montrer un peu les collaborations et la question qu'on se posait sur le réseau. Le réseau est déjà ouvert au niveau national avec Calais, avec Aubusson, voilà, avec certains musées qui nous ont rejoints depuis longtemps. Mais l'idée, c'était, est-ce qu'on n'ouvrirait pas ce réseau au niveau national, en sachant même voire européen, parce que de temps en temps, on fait faire des visites à des musées de Saint-Gall, etc., par le biais du musée des tissus qui accueille la formation, hein, qui accueille le FET, et le nom m'échappe. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Je n'ai plus de... Alors, ça s'arrête à la page 28 de mon côté. Ah, très bien. Bon, d'accord. Donc, c'était juste, alors je vais compléter parce qu'on avait, par exemple, une recherche qui a été faite également par une étudiante qui a travaillé avec le site de Jujurieux et qui a fait tout un collectage à travers une très grande enquête pour savoir au niveau de la conservation dynamique des machines, c'est ce que je vous disais, le public qui vient, il veut voir des machines en fonctionnement. Alors, mais comme je vous ai expliqué, comment se fait la transmission, les savoir-faire sur les machines, comment on transmet ça à des nouveaux médiateurs. Il y a des musées qui font aussi de la modélisation des machines, c'est-à-dire vous voyez la machine qui est sur place et un petit écran vous montre comment elle fonctionne. Bon, on a vu que dans la grande enquête qu'a fait Anna Lastic, qui était l'étudiante qui travaillait avec le musée du Jurieux, hein, a fait remonter que du point de vue de l'étude sur les publics et du point de vue même des médiateurs, l'idée, c'était vraiment de rester dans une conservation dynamique en montrant les machines en activité. Sinon, on a des étudiants qui travaillent sur des sujets avec, bien sûr, des structures qui font partie du réseau textile. Par exemple, on avait une étudiante, Amélie Beur, qui travaillait avec le musée des tissus de Lyon et qui nous a fait une présentation de ses travaux sur les tissus simultanés qu'avait mis en place Sonia Delaunay. Et voilà, et tout ça, c'est présenté au réseau, soit en visio, parce qu'avec le Covid, on a quand même continué à alimenter des sites en réseau. Alors, si vous voulez, vous pouvez lancer peut-être la carte du réseau. Et pendant que vous la lancez, ce que je voulais ajouter, on n'a pas parlé des archives textiles, mais vous l'avez évoqué chez vous aussi,
Mais qui dit entreprise dit éventuellement archiver. Quand il y a un sauvetage, lorsqu'une entreprise ferme, ça nous est arrivé à Bourgoin-Jallieu plusieurs fois, on se retrouve face à une énorme masse de documents. Et donc là, je souligne l'importance aussi de travailler éventuellement en réseau pour avoir des conseils, des idées d'autres établissements, mais également de travailler avec les archives ou municipales ou départementales, puisqu'il y a la part, on va dire, plus administrative et il y a la part vraiment liée à la production. Merci beaucoup. Alors, on ne va malheureusement pas avoir le temps de la carte du réseau, mais le lien sera transmis à l'ensemble des participants en visioconférence et puis en présentiel. Je peux également l'insérer dans le chat et je vous invite plutôt à conclure votre présentation 2 ou 3 minutes. Voilà. Donc, alors, on va conclure quand même sur la carte, c'est-à-dire la carte qui a été la refonte de la carte qui vient d'être réalisée. On l'a fait en vue également de 2024, c'est-à-dire les 20 ans du réseau. Dans cette carte, maintenant, est associé et intégré tous les comptes rendus de chaque réunion. Vous pourrez y trouver toutes les listes, toute la programmation qui a été faite de 2004 à 2023, ainsi que tous les comptes rendus. Vous pourrez vous inspirer à la fois de tous les sites qui sont cartographiés jusqu'en Auvergne. Vous allez dans le dépliant, c'est assez facile à rentrer à l'intérieur de cette carte. Vous allez avoir toutes les personnes ressources. Alors, elle n'est pas tout à fait je ne l'ai pas tout à fait encore mise à jour, mais bon, ça vous donnera une idée de comment fonctionne le réseau. Là, on vous a dit peu de choses, mais je voudrais quand même insister pour vous dire que c'est quand même un réseau qui est pas pérenne. Il est toujours menacé le jour où, on va dire, le conseiller musée nous accompagne toujours, l'ARAC aussi. Pour le moment, je fais la coordination, mais je fais ça, on va dire, en plus de mon travail. Voilà, ce n'est que des personnes volontaires qui font fonctionner le réseau. Et ça, c'est important à bien le signaler. C'est un réseau informel, mais qui, depuis 20 ans, fonctionne. Donc, ça marche quand même. Mais bon, il faut garder une dynamique derrière. Voilà, je voulais un peu conclure comme ça. Brigitte, si tu veux dire oui, aussi. Nadine a tout à fait raison. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Simplement de dire que effectivement, la richesse du réseau, c'est le fait de travailler aussi ensemble et d'échanger sur des problématiques communes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.